Bonjour à tous et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et on attaque du coup la leçon 2 du chapitre 3 de notre formation sur le parcours de Bitcoin. Et aujourd'hui c'est un chapitre très intense, les transactions Bitcoin. J'espère que vous êtes à fond ou autant à fond que moi. Alors, les transactions Bitcoin, c'est un chapitre assez important parce qu'en fait, on va avoir un cumul de tout ce qu'on a déjà vu et comprendre un petit peu mieux comment techniquement ça se passe. Donc, accrochez-vous. C'est parti tout de suite avec ce magnifique poster. Encore une fois, merci aux gens qui ont contribué à les créer, donc tous les correcteurs de ma communauté, Muriel qui a fait un job indispensable pour y arriver, et Surfing Bitcoin qui ont rendu tout ça possible. Bref, après ce petit moment émotionnel de remerciement improvisé, je vais vous accompagner sur une transaction Bitcoin. Franchement, après, ça fait maintenant 5 ans je pense que j'explique Bitcoin aux gens, je n'ai jamais trouvé une façon plus simple que d'expliquer Bitcoin que via le chemin d'une transaction. Parce qu'en fait, c'est littéralement plus clair de cette façon. Donc, on va commencer tout bêtement, en fait, entre deux personnes, à savoir Bob et Alice. Alice et Bob, dans la cryptographie, c'est standard, c'est Alice et Bob. Pourquoi Alice et Bob? J'ai aucune idée. Moi, ça fait 5 ans qu'on me parle d'Alice et Bob. Donc, Alice et Bob, Bob a des bitcoins. Alice veut des bitcoins. Donc, ce qui va se passer, c'est que Alice va dire à Bob: salut Bob, pourrais-tu m'envoyer un bitcoin, s'il te plaît? Voici mon adresse de réception. Chose relativement classique, vous avez tous l'habitude de demander de l'argent à quelqu'un. Vous savez que quand on demande de l'argent, on dit salut, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Et dans ce cas où on tend la main et on reçoit l'argent, ou on leur donne notre IBAN et on reçoit l'argent. Pour Bitcoin, comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre des portefeuilles, simplement Alice va utiliser sa clé publique pour générer une adresse, une ligne un peu chiante ou un QR code qui va lui permettre du coup de recevoir de l'argent. Donc, elle donne ça à Bob. Bob a désormais les informations. Où envoyer l'argent, combien envoyer. Donc Bob, il va créer une transaction. C'est-à-dire que dans son portefeuille à lui, son hardware, son application mobile, peu importe ce qu'il utilise comme portefeuille, il va dire envoyer, il va noter l'adresse de réception de Alice, ou alors il va scanner le QR code de Alice, il va dire j'ai envie d'envoyer un bitcoin. À ce moment-là, il va devoir rajouter des frais de transaction. Les frais de transaction, je vous en ai encore jamais parlé, mais en effet, pour faire une transaction dans le réseau Bitcoin, comme c'est un système en pair à pair entre toi et moi, et que ce sont les mineurs qui valident ça dans des blocs, ne vous inquiétez pas, ça va devenir beaucoup plus clair, il faut inclure en fait un prix, une récompense, des frais pour que les réseaux prennent vos transactions. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre des frais? Parce que si jamais on ne met pas de frais, tout le monde pourrait noyer le réseau de milliards de transactions. Et en fait, ça ne marcherait pas parce que du coup, on appelle ça des attaques DOS. Il y aurait juste trop de transactions bidons, inutiles, simplement pour emmerder le monde. C'est comme ça que ça marche dans le numérique. Malheureusement, c'est juste un fait. Donc, pour empêcher d'envoyer des milliards et des milliards de transactions, il faut mettre un petit coût. Et ce petit coût va être ou de l'énergie, ou en l'occurrence ici pour nous, des bitcoins. Et ça va permettre finalement de dire aux mineurs, salut, prends ma transaction parce que j'en ai besoin. Donc dans la création de la transaction, il y a j'envoie un bitcoin à l'adresse de Alice et je rajoute une quantité relativement faible de frais pour le mineur. En l'occurrence, ça se compte en 1 satoshi sur les bytes. Les bytes étant la taille du message, donc la taille de la transaction. Une transaction, ça peut être petit si c'est simplement une transaction de Bob à Alice, ou ça peut être plus grand si c'est une transaction de Bob face à 1 million de personnes. Si Bob voulait envoyer de l'argent à 1 million de personnes en même temps, comme par exemple une banque pourrait le faire, la transaction serait plus lourde, donc il paierait plus de frais au réseau. Donc la transaction est créée. Une fois qu'elle est créée, il faut la signer. Et donc c'est là où finalement Bob va prendre la clé privée de son portefeuille, signer la transaction, donc débloquer sa boîte aux lettres pour envoyer l'argent à Alice. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le réseau va communiquer cette information. On appelle ça la propagation. En fait, le portefeuille du coup de Bob va dire « Regardez, j'ai une transaction signée qui dit d'envoyer le bitcoin de Bob au portefeuille d'Alice. » Il va le dire à son nœud. Et donc le nœud, c'est grosso modo le logiciel Bitcoin qui permet de communiquer entre tous les pairs. Donc quand on dit que Bitcoin est un réseau de pair à pair, entre toi et moi, la réalité c'est que Bitcoin est un réseau de nœud à nœud, entre mon nœud et ton nœud.
les portefeuilles communiquent avec les nœuds, et ce sont les nœuds qui envoient les informations. On a un chapitre dédié aux nœuds, donc vous inquiétez pas. Le nœud a l'information, il va le propager aux autres nœuds avec qui il est connecté, qui eux-mêmes vont le retransmettre à plus de personnes, qui vont eux-mêmes le retransmettre à plus de personnes, etc. Donc là, on a une propagation de la transaction de Bob vers Alice qui se crée à travers les nœuds, jusqu'au jour où ça atteint le portefeuille de Alice. À savoir, le portefeuille de Alice reçoit l'information qui dit « Salut Alice, tu as bien reçu la transaction que Bob dit de 1 Bitcoin. » C'est super. Le problème, c'est que dans ce schéma-là, pour l'instant, rien ne garantit à Alice que, en effet, le Bitcoin est bien à elle et plus à Bob. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ancré dans notre blockchain, en fait, tout simplement. Et c'est là où les mineurs rentrent en jeu. Les mineurs vont prendre les transactions qui sont du coup dans le réseau, mais pas encore mis dans des blocs. Donc en l'occurrence pour nous, la transaction de Alice vers Bob, vu que c'est une transaction qui a été propagée, mais pas validée. C'est très important de faire la différence entre propager et valider. Une transaction non validée, c'est simplement comme une promesse d'argent. Une transaction validée, c'est une transaction où l'argent est passé de toi à quelqu'un d'autre. Donc les mineurs vont créer un bloc pour notre fameuse blockchain, une chaîne de blocs, tout simplement. Dans ce bloc, ils vont donc prendre toutes les transactions qu'ils reçoivent eux également dans leur nœud, parce qu'ils ont également un nœud, donc ils sont peut-être ici, tu vois. Ils ont reçu des transactions, ils vont les prendre et ils vont les mettre dans le bloc. À partir du moment où ils ont créé leur bloc, avec du coup un certain nombre d'éléments, comme l'information des blocs précédents de notre blockchain, les nouvelles transactions, ils vont se mettre à faire quelque chose qu'on appelle la preuve de travail, à savoir le minage. C'est ce fameux calcul compliqué mathématique, cette fameuse chose qui consomme autant d'électricité. Donc la réalité, c'est que la preuve de travail, qu'on verra en détail d'ailleurs dans le chapitre mineur, est simplement en fait un calcul mathématique extrêmement simple, mais complexe à trouver. C'est une équation, en fait, où ils vont devoir essayer des milliards et des milliards et des centaines de milliards de tentatives pour trouver la bonne réponse. Donc si je vous dis 2 plus 2, vous devriez être assez rapide à dire 4. Par contre, si je vous pose l'équation de la preuve de travail, pour la résoudre, vous n'aurez pas d'autre choix que d'essayer toutes les probabilités. Est-ce que c'est 2 la réponse? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 400? Est-ce que c'est 4 milliards? Est-ce que c'est 450 milliards? Etc. Donc en fait, ce que font les mineurs, littéralement, c'est essayer des centaines de milliards d'équations pour essayer de trouver la solution à une équation mathématique. Une fois qu'ils ont trouvé la solution à l'équation mathématique, ils ont en fait gagné la preuve de travail, ce qui leur permet de valider le bloc et du coup le rajouter à la blockchain. Ce sont donc, comprenez-moi bien, des milliers de mineurs, des millions de mineurs, qui essaient bêtement, jour et nuit, des équations mathématiques pour essayer de résoudre la preuve de travail. Toutes les 10 minutes, un mineur va gagner. Parce que c'est mathématiquement comme ça, c'est une probabilité, et toutes les 10 minutes, il y a bien un gars qui va trouver un jour ou un autre. Des fois, ça prend 1 heure, des fois, ça prend 1 minute, des fois, ça prend 10 minutes, en moyenne, 10 minutes. Un mec trouve, et quand il trouve, du coup, son bloc de notre blockchain est rajouté littéralement à la chaîne des anciens blocs. Donc, il vient se mettre en plus. Vous voyez l'idée? Pour faire ce travail, il est récompensé par 2 choses. La première chose, ce sont donc les bitcoins créés dans les blocs, à savoir 50%, puis 25%, 50 bitcoins, puis 25 bitcoins, puis 12,5 qu'on a vu dans notre courbe de distribution monétaire de bitcoin. Et la deuxième chose qu'ils vont gagner en récompense pour faire ce travail, c'est les frais de transaction, à savoir ce que Bob paye au réseau pour qu'il soit validé. Le mineur, lui, ses dépenses, c'est de l'énergie, de l'équipement. Et ça, on le verra dans le chapitre dédié aux mineurs. Donc, une fois qu'il a validé le bloc et qu'il le rajoute à notre blockchain, la transaction est considérée comme valide, finale, parce que finalement, elle est inscrite dans notre historique de toutes les transactions. Et à partir du moment où elle est inscrite dans l'historique des transactions, plus personne ne peut la remettre en cause.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus la remettre en cause? Simplement parce que l'information a été vérifiée par tout le réseau que la transaction est correcte. Donc tout le monde a vérifié qu'en effet Bob avait bien un bitcoin et qu'il a le droit de l'envoyer à Alice. Donc personne ne remet en question ça. Ça a été validé par un mineur, mis dans un bloc, rajouté à notre blockchain. Après 10 minutes, un nouveau bloc va être mis au-dessus. Puis dans 10 minutes, un nouveau bloc va être mis au-dessus, etc. Chaque bloc ayant les transactions. Ce qu'il faut comprendre donc, ici, c'est que ce bloc-là, avec une transaction peut-être dedans, finalement, la transaction est dite comme finie et l'argent est garanti d'être passé parce qu'il y a d'autres blocs au-dessus. Et donc, si on voudrait modifier le bloc du passé, il faudrait changer en fait l'historique. Et tu ne peux pas faire ça parce que pour faire ça, il faudrait avoir plus de 51% de l'énergie du minage, ce qui n'est pas possible. C'est comme ça que le réseau fonctionne en fait. Donc, on va en reparler dans les prochaines vidéos, comme ça ce sera un peu plus clair. Et au bout d'un moment, qu'on commence à le comprendre 5-6 fois, ça devient un peu plus logique. Mais c'est toujours un casse-tête pour l'expliquer la première fois. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, récap. Alice veut de l'argent, Bob dit pas de souci, il crée une transaction, il signe la transaction, il propage la transaction. Là, on attend qu'elle soit validée par les mineurs. Les mineurs prennent les transactions, les mettent dans des blocs. Tous les mineurs font ça. Tous les mineurs essaient de valider le bloc. Un seul mineur y arrive. Le mineur qui y arrive touchera la récompense et rajoutera notre bloc à la blockchain. Le nouveau bloc est propagé à nouveau dans le réseau à travers nos nœuds. Et du coup, naturellement, à ce moment-là, quand le nœud de Alice, qui est ici, reçoit l'information qu'un nouveau bloc a été rajouté et que ce bloc a dedans la transaction de Bob, automatiquement, elle est la propriétaire des nouveaux bitcoins. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on lui avait dit « tu as reçu de l'argent, tu vas recevoir de l'argent, on attend que ça soit valide ». Ça a été validé, elle a donc désormais l'argent. À son tour, Alice peut donc envoyer les bitcoins. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si du coup Bob, n'ayant pas de bitcoin, il décide d'en envoyer? Et bien simplement, il va créer une transaction, qui sera donc fausse, mais bon, personne pour l'instant le sait. Il va la signer, pourquoi pas? Parce que c'est sa clé privée, après tout, il a le droit. Il va le propager au réseau, sauf qu'à ce moment-là, les nœuds, ces choses, ce qu'on va voir après, ce qui est de la formation littéralement 2 ou 3, enfin la formation sur les nœuds que j'ai déjà créée, cette chose, les nœuds, sont les gardiens du réseau et du coup vont vérifier la transaction. Ils vont vérifier l'intégralité de la blockchain, à savoir tous les anciens blocs créés depuis l'origine, depuis que Satoshi a créé le premier bloc. Donc ils vont vérifier littéralement 658 000 blocs. Dans ces 650 000 blocs, ils ne vont jamais voir que Bob avait de l'argent, ou au contraire, ils vont voir que Bob avait de l'argent, mais que l'argent a été envoyé à Alice. Donc ils vont voir que Bob n'a plus d'argent, mais qu'Alice a l'argent. Donc le registre, en fait, qui est notre blockchain, littéralement, c'est un registre, c'est une base de données, montre que Alice n'a pas de bitcoin. Et là, ils vont être en mode, mais attends, moi, Bob n'a pas de bitcoin, excusez-moi. Là, j'ai une transaction qui arrive qui dit que Bob veut envoyer de l'argent, mais moi, quand je regarde dans mon carnet, quand je regarde dans mon inventaire de transactions, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de bitcoin. Du coup, Bob est un menteur. Donc, on ne va pas propager la transaction de Bob. Imaginons derrière que même si là, ça rate et que la transaction est mise dans les mineurs, le mineur va lui aussi dire « mais attends, c'est pas logique, Bob n'a pas de bitcoin, on ne peut pas valider cette transaction ». Donc naturellement, le mineur va refuser la transaction de Bob, ça ne marchera pas. Imaginons encore une fois plus loin que le mineur est lui également méchant et il décide de mettre une fausse transaction dans son bloc. Qu'est-ce qui va se passer? Si il réussit la preuve de travail, alors s'il rate la preuve de travail, tout le monde s'en fout, mais si jamais il réussit la preuve de travail, son bloc va être rajouté à la blockchain, sauf que là, tous les nœuds vont à nouveau dire « mais attends, c'est quoi ce bordel? Tu nous as fait un bloc qui est faux, tu as fait un bloc où il y a une transaction qui n'aurait jamais dû être là, parce que Bob n'a pas de bitcoin dans mon historique à moi, donc ce bloc dégage, le mineur dégage, et on repart à ce stade, à savoir le bloc est refusé. » Grosso modo, si on devrait le faire simple, et je sais que c'est pas simple, mais ça va venir, c'est comme ça que fonctionne une transaction Bitcoin. Un réseau en pair à pair, sans intermédiaire de confiance, où n'importe qui peut s'échanger de l'argent,
en signant avec des clés privées et des clés publiques dans mes portefeuilles. Des transactions qui vont être partagées à travers les nœuds, validées par les mineurs, pour être rajoutées à la blockchain, ce qui permettra à la fin d'avoir un système indépendant de quiconque. Les mineurs n'ont pas le pouvoir, les utilisateurs ont le pouvoir à travers les nœuds, mais ils ne peuvent pas tricher. Les portefeuilles doivent suivre les instructions des nœuds et des mineurs. C'est une sorte de symbiose entre tous ces éléments qu'on va aborder en détail dans les vidéos juste après. Et puis après, on refera un récap de ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Qui permet finalement d'avoir un système d'envoi d'argent en pair à pair. Si tu veux détruire Bitcoin, bah, tu dois détruire tous les mineurs, ou alors tu dois détruire tous les nœuds, ou alors tu dois détruire tous les utilisateurs. Si tu n'arrives pas à détruire tout, le réseau continuera. Pour faire simple. Bref, c'était super intense, ça doit faire au moins 15 ou 20 minutes que je parle probablement. Donc on va la stopper ici. Ce que vous allez voir désormais, c'est 3 vidéos par rapport aux aspects techniques que je viens de décrire. Donc première vidéo, la prochaine vidéo, ce sera sur les nœuds, ce qui est très important parce qu'un nœud, c'est littéralement ce qui va finalement communiquer l'information. Ensuite, on va parler des mineurs plus en détail. On va parler de l'écologie et puis on va conclure ce chapitre avec finalement un retour sur ce poster pour réexpliquer du coup à nouveau comment fonctionne une transaction. Et vu que vous avez compris du coup désormais les nœuds et les mineurs, ça devrait être beaucoup plus clair avant d'attaquer du coup le chapitre plus tard, chapitre 4, qui va être sur comment obtenir des bitcoins et le futur de Bitcoin. Merci à vous de soutenir ce projet, j'espère que c'est clair, j'espère que les petites animations aident également. C'est forcément du charabia à ce stade, dans 2-3 vidéos ce sera beaucoup plus clair, c'est normal, c'est prévu pour. Bisous à vous, merci aux Patreon, merci à tout le monde de me soutenir et à bientôt.